Bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'être présents pour ce nouvel Apur Café consacré aujourd'hui à l'étude Hébergement d'urgence, approche nouvelle, projet hybride, qui a été publié en février dernier et donc qui a mobilisé plusieurs personnes à l'Apur, équipe que vous voyez détaillée ici et que je remercie. Aujourd'hui, nous allons assurer cette présentation à 4 voix avec Maguelen Schnetzler, Corentin Hortet et Clément Boisseuil, à qui je donnerai la parole dans un instant. Donc, c'est une étude qui s'inscrit dans la continuité de plusieurs travaux de l'Apur, notamment ces 3 études, La ville autrement, qui avait été publiée en 2015 et qui s'intéressait notamment aux projets d'urbanisme temporaire, aux innovations publiques et aux initiatives citoyennes. L'étude plus récente, Équipements et services publics 2030, et également des travaux plus spécifiques sur l'offre d'hébergement et de logements adaptés à l'échelle métropolitaine. Donc cette étude que nous vous présentons aujourd'hui s'intéresse à de nouvelles réponses qui se sont développées ces dernières années en matière d'hébergement d'urgence avec des projets qui s'ouvrent à une mixité de public et d'usage, donc qui intègrent d'autres activités, d'autres acteurs à côté des structures d'hébergement, notamment dans le cadre de projets temporaires, des centres d'hébergement modulaires, innovants et des espaces qui sont globalement plus ouverts sur la ville. Donc les objectifs de ce travail étaient de documenter de manière précise, d'essayer de faire le récit d'une sélection de ces projets, donc pour donner à voir ces approches nouvelles, pour essayer d'identifier à la fois leurs apports et le potentiel qu'elles peuvent représenter pour apporter des réponses adaptées aux besoins. Et puis aussi essayer d'analyser les modalités de mise en œuvre et les difficultés rencontrées donc au travers de ces expériences dans l'idée de capitaliser sur ces projets et puis d'essayer de nourrir la réflexion sur l'évolution des réponses et puis peut-être sur leur amplification. Donc en termes de méthode, on s'est pour l'essentiel appuyé sur des échanges avec les acteurs de ces projets dans le cadre d'entretiens et aussi dans le cadre d'un atelier organisé en janvier dernier. Et je voulais en profiter pour remercier vraiment sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué donc à ce travail et sans lesquels l'étude n'aurait pas pu être faite. Voilà, je sais que certains d'entre vous sont là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à intervenir, à réagir au moment de la séquence d'échange à l'issue de cette présentation. Voilà, dans le détail, l'étude comprend une analyse détaillée de 9 projets donc que nous avons qualifiés d'hybrides et donc sur lesquels je reviendrai dans un instant. Elle comprend également l'analyse d'initiatives citoyennes et solidaires qui contribuent à leur manière à faire évoluer leurs réponses, donc que ce soit au travers de projets soumis à différents budgets participatifs ou au travers de formes d'hébergement nouvelles chez des particuliers. Et enfin, une partie qui essaye de mettre en exergue les enseignements et enjeux croisés liés à ces différents projets. Donc, un mot sur le choix des 9 sites qui sont analysés dans l'étude. Voilà, c'est la diapo suivante, vous les voyez ici. Donc, pour la sélection, l'entrée n'était pas celle des projets temporaires ou intercalaires, même s'ils sont très largement représentés là dans la sélection, mais c'était bien une entrée liée à l'hébergement, donc avec des projets choisis pour leur caractère expérimental, hybride, donc intégrant, on y reviendra, donc mixité de public, activité présente, ouverture du site au quartier, modularité et réversibilité des structures, en essayant donc d'avoir un panel assez diversifié d'exemples, donc que ce soit en matière d'acteurs impliqués, que ce soit en matière de lieux investis, de type d'échelle de projet ou encore de localisation, bien que vous le voyez ici, on a quand même une majorité de fait de projets qui se situent sur le territoire parisien. Donc très rapidement, je voulais les citer, donc citer chacun de ces 9 projets. Vous avez de gauche à droite donc la Promesse de l'Aube, qui est un centre modulaire et temporaire géré par Aurore, donc dans le 16e arrondissement. La Maison Marceau, donc un projet mixte géré par Aurore et Plateau Urbain qui accueille donc pour la partie hébergement des femmes sans abri dans un ancien hôtel particulier du 8e arrondissement. Les grands voisins, donc l'exemple bien connu, l'occupation temporaire de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e, donc cette occupation temporaire qui est désormais achevée.
Le centre Séraphine de Saint-Lys, qui est un centre d'hébergement pérenne, imbriqué avec un EHPAD et une crèche, donc, qui sont gérés par l'association, le centre d'hébergement est géré par l'association Esperem dans le 12e arrondissement. Le Bastion de Bercy, qui est un centre modulaire et temporaire géré par Aurore dans le 12e également. Le centre d'accueil d'Ivry-sur-Seine, centre modulaire également géré par Emmaüs, localisé sur l'ancien site d'une usine de traitement des eaux, donc à Ivry. Le centre d'hébergement de demandeurs d'asile intégré au projet l'APADAF dans les anciens locaux d'Universal Music à Antony, donc centre géré par Aurore avec plateau urbain. Le centre Jourdan et la maison des réfugiés, donc localisé dans un ancien parking dans le 14e arrondissement et géré par Emmaüs Solidarité. Et enfin, donc les 5 toits, projet temporaire mixte dans une ancienne caserne, donc dans le 16e arrondissement, géré par Aurore pour la partie hébergement et plateau urbain donc pour la partie activité. Donc voilà, je vais passer la parole à Clément Boisseuil tout de suite pour qu'il puisse dire un mot du contexte dans lequel s'inscrit ce travail. Merci Émilie. Donc l'étude, comme Émilie l'a évoqué, porte sur les nouvelles approches associant l'hébergement d'urgence et elles sont à mettre en perspective avec un contexte de besoins croissants et divers en matière d'hébergement. En effet, la 4e édition de la Nuit de la Solidarité a eu lieu le 25 mars dernier. Les résultats définitifs seront connus dans quelques semaines, mais la 3e édition, lorsque cette étude a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 janvier à Paris et recensé un minimum de 3601 personnes sans abri et sans solution d'hébergement pour la nuit. Dans la métropole du Grand Paris, les estimations oscillent entre 6 et 9 000 personnes sans abri et sans solution, ce dans un contexte de diversité des profils avec des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, des femmes, des hommes, des familles, des personnes issues de parcours migratoires. Face à ces besoins, on observe dès lors une offre d'hébergement dans la métropole du Grand Paris qui est diverse, bien qu'inégalement répartie entre les territoires, entre les communes et selon le type de structure. Vous avez ici une carte de l'offre en structure d'hébergement pérenne montrant cette répartition inégale à l'échelle métropolitaine. 57 000 places ont été financées au 31 décembre 2019 par la DRIL et cela comporte une diversité de structures. Un peu plus de 20 000 places dans ce qu'on appelle le dispositif généraliste, hébergement d'urgence et d'insertion notamment, un peu moins de 13 000 places pour le dispositif national d'accueil et d'hébergement migrants, notamment sur les UDA et les CPH. Toutefois, et le constat est partagé d'un dispositif qui est saturé et qui peut être peu adapté aux besoins des personnes, notamment si l'on met en regard le recours très significatif en termes de nuitées hôtelières dans la métropole. Dès lors, ces nouvelles approches portent sur différents types de fonciers, différentes formes architecturales et se mobilisent pour une nouvelle forme d'hébergement. Par ailleurs, les différents sites qui ont été étudiés ont une mixité dans les usages et intègrent à la fois des centres d'hébergement et d'autres types d'activités et donc de publics. Enfin, nous sommes face à des types de projets qui associent une diversité d'acteurs et qui portent également sur des initiatives citoyennes et solidaires qui se multiplient, se diversifient et dont il s'agit de rendre visible aussi la portée et l'ampleur. Le dernier élément qui ressort de ces différents sites, c'est qu'elles innovent dans le type de réponse apportée, à la fois dans les modalités d'accueil pour les personnes hébergées ou pour les personnes se rendant sur place, mais aussi dans les modalités d'accompagnement par le croisement des activités et des initiatives sur place. Cette étude s'inscrit enfin dans un contexte où de nouvelles approches émergent partout en France et méritent d'être analysées et rendues visibles. On peut citer par exemple le site de Coco Velten à Marseille, l'autre soit à Lyon, ou le refuge des oubliés, l'îlot à Strasbourg. Ces approches doivent par ailleurs être mises en perspective dans un contexte de déploiement accéléré du logement d'abord, qui réinterroge les circuits de l'hébergement et bouscule le secteur de l'accueil hébergement-insertion. Ce sera le dernier point, finalement, on observe aussi qu'il y a des guides, des études, des appels à projets qui s'intéressent à ces nouveaux modes d'hébergement sous des angles divers et la présente étude contribue au débat actuel.
d'autant que les initiatives partenariales favorisant les projets d'urbanisme transitoire à vocation sociale se structurent et sont à la recherche d'une logique de modélisation en vue de leur essaimage. Dès lors, je laisse la parole à Maglone pour présenter les principaux enseignements de cette étude. Merci Clément. Donc, un premier axe d'enseignement concerne le caractère temporaire et ou modulaire de ces sites. Donc, sur les 9 sites que l'on a analysés, comme l'a évoqué Émilie, on a en effet 8 sites qui ont été ouverts dans le cadre d'une occupation temporaire. Et pour 4 d'entre eux, les porteurs de projets ont eu recours à des procédés modulaires. Donc, dans le cas des occupations temporaires, l'accès à des sites vacants ou sous-utilisés permet d'optimiser un foncier qui est provisoirement disponible, tout en ouvrant des places d'hébergement dans des sites qui sont habituellement peu mobilisés à cet effet. Donc, c'est le cas bien connu des grands voisins. Donc, vous pouvez voir une photo en haut à droite, où près de 600 places d'hébergement ont été ouvertes dans le cadre de l'occupation intercalaire de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement. Dans certains cas, ces places peuvent être pérennisées au-delà de l'occupation temporaire. Donc, c'est le cas là aussi des grands voisins, mais aussi d'autres projets comme les 5 Toits, donc dans le 16e arrondissement, où on a un centre d'hébergement et une pension de famille qui ont été intégrés au futur projet, alors que ce n'était initialement pas prévu. Ces solutions facilitent également l'ouverture de places d'hébergement dans les sites qui sont complexes à aménager, réglementés ou non constructibles. Donc, on a ici l'exemple de la Promesse de l'Aube, du bastion de Bercy ou du centre pour migrants d'Ivry-sur-Seine, où les modules ont pu être installés sur des sites qui sont réglementairement non constructibles, car classés zone verte du PLU ou zone d'activité, et ce, à travers le recours à un permis de construire précaire. Avec le modulaire, il est aussi plus facile d'apporter des réponses qui sont sur mesure, adaptées aux projets des gestionnaires, au type de public accueilli. Donc là aussi, on peut prendre l'exemple du centre pour migrants d'Ivry-sur-Seine, dont vous avez une illustration en bas à droite, où les modules ont été disposés de manière à créer une espèce de village, et ce, afin d'éviter une sensation de foule sur un site qui accueille plus de 450 personnes au quotidien. Donc dans ce centre, comme vous pouvez le voir sur le schéma, les personnes sont réparties selon leur composition familiale dans des sortes de rues. Donc on a par exemple une rue qui est réservée aux femmes isolées, une rue qui est réservée aux couples et une autre aux familles. Et ce centre montre également comment dans la plupart des cas, ce sont des réponses rapides qui ont pu être apportées, donc avec une grande réactivité des projets et une installation dans des délais qui sont souvent très courts. Donc là, toujours sur cet exemple, on a l'ensemble des travaux qui ont été réalisés en moins de 4 mois. Un deuxième axe, merci Clément, d'enseignement est lié à la mixité des usages et des publics proposés sur certains sites et ce qu'elle peut apporter aux projets sociaux qui sont mis en œuvre. Donc cette mixité peut d'abord s'observer à plusieurs niveaux. On a pu l'observer à l'échelle des centres d'abord, lorsqu'on a une diversité des profils hébergés au sein d'un même centre d'hébergement, mais elle peut aussi s'observer à l'échelle des sites, lorsque le centre d'hébergement partage le site avec d'autres structures. Donc il peut par exemple s'agir de jeunes entreprises et d'associations qui louent le plus souvent des espaces de travail à des prix modérés. Donc dans le cas de la plupart de nos sites, comme l'a évoqué Émilie, ce sont des espaces qui sont gérés par des coopératives comme Plateau Urbain. Mais il peut aussi s'agir d'équipements. Donc là aussi, comme l'a évoqué Émilie, on a l'exemple du centre Séraphine de Senlis, où le centre d'hébergement de femmes de plus de 45 ans côtoie une crèche et un EHPAD. Donc dans ces cas, on a à la fois une mixité des publics et des usages. Donc dans l'ensemble de ces sites, le partage des espaces avec d'autres activités est d'abord perçu comme un vecteur possible d'insertion sociale, avec l'idée que le simple fait de côtoyer d'autres personnes permet d'apporter un accompagnement qui soit plus informel et qui puisse être complémentaire à celui de l'accompagnement, à celui assuré par les travailleurs sociaux. Mais c'est aussi souvent présenté comme un vecteur d'insertion professionnelle dans certains cas. Donc là, par exemple, à Antony, on a 14 résidents du centre pour demandeurs d'asile qui travaillent au quotidien dans une structure de la plateforme de réemploi La PADAF, et ce à travers du dispositif Premières Heures. Donc dans l'ensemble, on a pu observer que les échanges peuvent prendre différentes formes. Ils se font parfois de manière relativement spontanée dans des espaces comme les espaces de restauration lorsqu'ils sont mis en commun. Mais ils peuvent se faire aussi de manière beaucoup plus organisée. Et comme à la Maison Marceau, par exemple, dont vous pouvez voir une photo en haut à droite. Et donc dans ces cas, les acteurs des projets ont vraiment insisté sur l'importance de moyens humains qui soient dédiés et spécifiquement chargés de l'animation et de la création de liens entre les deux structures, et donc entre les différents publics.
Et un dernier aspect de cette mixité, et qu'on a pu voir notamment lors de la crise sanitaire, est qu'elle place ces sites au cœur d'un réseau d'acteurs variés, dont les ressources peuvent être plus facilement et plus rapidement mobilisées en cas de situation de crise. Donc là, c'est l'exemple de la cuisine de l'Oratoire au Grand Voisin. Donc vous pouvez voir une photo en bas à droite qui a été mobilisée pendant le premier confinement du début de l'année dernière pour préparer et distribuer plus de 40 000 repas aux sans-abri. Une troisième caractéristique de ces projets est un souhait de s'ouvrir et de s'intégrer au quartier. Donc l'enjeu est ici de dépasser l'image de centres qui seraient cloisonnés et fermés et qui peuvent susciter la crainte de riverains pour proposer des lieux ressources qui répondent non seulement aux besoins des personnes accueillies, mais aussi à ceux des populations et des territoires dans lesquels ils s'insèrent. Donc dans l'ensemble, les acteurs que l'on a pu rencontrer ont insisté sur le fait qu'informer en amont les riverains et de les associer à la démarche facilite le plus souvent l'acceptabilité des projets. Mais en fait, certains sites vont aussi au-delà et sont ouverts au public extérieur. Donc les riverains, dans ce cas, peuvent s'y rendre pour s'impliquer bénévolement auprès des publics hébergés, mais aussi, et c'est le cas plus particulier de 4 des 9 sites que l'on a étudiés, pour accéder à de nouveaux services de proximité. Donc on peut reprendre l'exemple des 5 Toits ici, qui accueillent à la fois un atelier de réparation de vélos, des ateliers partagés et un restaurant d'insertion qui sont ouverts au public extérieur sur certains horaires. Donc on peut ainsi considérer que le projet contribue à dynamiser le quartier en apportant de nouveaux services aux riverains du 16e arrondissement, mais aussi à impliquer les personnes hébergées dans la vie de ce quartier. Donc en effet, on a plusieurs hébergés qui travaillent au sein du restaurant d'insertion ou qui ont participé au chantier des ateliers partagés. Et en s'ouvrant, les sites peuvent aussi devenir de nouveaux lieux d'engagement pour les citoyens et une vitrine d'hébergement dans la ville. Donc sur le boulevard Jourdan, le site géré par Emmaüs Solidarité accueille aussi donc la maison des réfugiés, comme l'a évoqué Émilie. Et ce site est pensé comme un lieu de rencontre entre les réfugiés et les riverains, mais aussi comme un espace d'information pour toute personne qui souhaite s'engager auprès de ces publics. Sur ces 2 derniers axes, néanmoins, il est important de rappeler que la mixité des publics et l'ouverture au quartier ne sont pas automatiques et supposent un accompagnement spécifique. Donc l'ensemble des acteurs que l'on a rencontrés ont en effet insisté sur le fait que la simple juxtaposition des publics ne suffit souvent pas à créer du lien, voire qu'elle peut même engendrer des incompréhensions et des difficultés lorsqu'elle n'est pas suffisamment organisée. Donc à ce sujet, 2 principaux points ont été soulignés. Le premier, c'est l'importance d'une réflexion sur l'organisation spatiale et d'une délimitation claire entre les différents espaces, donc qu'ils soient publics, privés ou partagés, et ce afin d'assurer un juste équilibre entre les différents publics. Le second, c'est la nécessité d'apporter des réponses au cas par cas, avec l'idée que tout projet n'a pas vocation à être mixte et ouvert sur l'extérieur, mais que les réponses sont adaptées selon le contexte, le public et le projet envisagé. Donc, dans le cas du centre d'Ivry-sur-Seine que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, les enfants ne restent pas suffisamment de temps sur le site pour être scolarisés dans les écoles du quartier. Donc, le choix a été fait d'installer dans ce cas une école en interne au site pour pouvoir, dans le même temps, adapter les programmes à leurs besoins immédiats. Et un dernier point qu'on souhaitait ici aborder concerne les initiatives citoyennes. Donc, de manière générale, ces initiatives illustrent un réel désir d'agir et de s'impliquer auprès des plus démunis. Donc, les citoyens participent ainsi non seulement à mettre à l'agenda l'urgence sociale, mais aussi à apporter des réponses complémentaires aux dispositifs existants. Donc, on a par exemple pu voir dans le cadre de l'étude des projets d'abri qui sont dans ou hors de l'espace public et qui expérimentent de nouvelles formes de réponses pour les personnes qui sont les plus éloignées des dispositifs traditionnels. Mais l'étude s'intéresse aussi à d'autres formes d'accueil, comme les colocations solidaires gérées par Caracol, ou l'hébergement chez des particuliers, donc que ce soit dans leur appartement ou dans leur jardin à travers des tiny houses, comme par exemple celle construite par l'association de 14. Donc vous pouvez voir une illustration en bas à droite. Avec l'idée que ces démarches se fondent sur le postulat d'une plus-value de la rencontre, selon lequel l'échange avec les citoyens représente un levier majeur pour l'insertion sociale des plus démunis. Donc sur ce point, il est aussi important de noter que ces réponses ne sont pas nouvelles, mais elles s'institutionnalisent peu à peu et les acteurs publics s'en saisissent. Donc on a ici l'exemple de l'appel à projet hébergement citoyen qui a été lancé par la DIAL en 2017. Donc en total, on a un ensemble d'approches citoyennes qui peuvent contribuer à nourrir la réflexion sur les réponses aux besoins,
voire même faciliter la mise en œuvre de certains projets, mais dans une logique qui se veut vraiment complémentaire, avec l'idée qu'elles n'ont bien sûr pas vocation à se substituer au dispositif institutionnel et à l'accompagnement social des publics mal logés ou sans abri. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Corentin qui va vous présenter quelques pistes de réflexion et d'action pour aller plus loin. Merci Maguelone. Comme Maguelone vient de le dire, ce sont donc 5 pistes pour aller plus loin qui ont été identifiées. Ce sont des pistes issues d'un travail collectif, donc à la fois à partir des entretiens qui ont été menés lors de l'étude, et puis des échanges qui ont eu lieu lors de l'atelier du 14 janvier, atelier qui a associé différents acteurs de l'hébergement, donc des opérateurs associatifs, mais aussi des financeurs, des acteurs publics, maîtres d'œuvre et aussi des propriétaires fonciers. Ce sont à la fois des pistes de réflexion et d'action, et l'idée c'est qu'elles peuvent permettre d'aller plus loin dans la diffusion des pratiques et dans leur mise en œuvre. Et dans ce cadre, un premier axe consiste à développer les démarches d'évaluation et de mesure d'impact de ces projets. Et ce que les acteurs qu'on a rencontrés nous ont rapporté, c'est qu'on constate que même si de plus en plus de projets se mettent en place, les leçons tirées des projets précédents ne sont pas toujours prises en compte, ne sont pas toujours partagées, afin de faciliter l'ouverture et la mise en œuvre des projets. Et une évaluation de leurs impacts, que ce soit les impacts économiques, urbains ou sociaux, permettrait de voir leurs effets sur les trajectoires des résidents, mais aussi par exemple sur les quartiers dans lesquels ils s'insèrent, et pourrait être utile pour valoriser les initiatives, tout en précisant aussi leurs conditions de réussite. Là-dessus, il y a plusieurs études sur les projets d'impact, sur les impacts des projets d'urbanisme transitoire qui ont été menés, des projets qui incluent dans certains cas des centres d'hébergement temporaire et mixtes, et d'autres études qui sont en cours, comme par exemple le dispositif Commune Mesure qui est piloté par Plateau Urbain et réalisé par le bureau d'études Approche. Mais il serait intéressant de mesurer, de réaliser cette mesure des impacts de ces centres mixtes et ouverts, en prenant en compte à la fois leurs coûts et leurs bénéfices économiques et extra-économiques, et de le mettre en perspective avec d'autres formes d'accueil, que ce soit des centres d'hébergement plus traditionnels, plus classiques, ou même les nuitées hôtelières par exemple. Et c'est un travail qui serait utile pour mieux appréhender la plus-value de ces approches. Et cette mesure d'impact est d'autant plus importante qu'elle permet aussi de sensibiliser certains acteurs, que ce soit les élus, les acteurs publics ou encore les propriétaires fonciers. Et dans les échanges qu'on a pu avoir sur les différents projets analysés avec les acteurs de ces projets, il est apparu que le soutien des élus est vraiment un élément déterminant, un élément clé à la réussite de ces projets. Et en ce sens, la mixité des usages est un argument supplémentaire, puisque les centres d'hébergement deviennent aussi des lieux ressources pour les territoires. En ce qui concerne les acteurs publics, là aussi, selon les échanges qu'on a pu avoir avec les différents acteurs de l'hébergement, il pourrait y avoir une expertise publique à consolider autour de ces projets, autour de ce sujet, et notamment du côté des services de l'État ou des services des collectivités, dans l'idée de faciliter l'instruction des dossiers et la mise en œuvre des projets, notamment dans le cadre de projets temporaires. Et pour faciliter ces démarches, et notamment les démarches qui s'inscrivent dans le cadre d'une occupation d'espace vacant, un autre type d'acteurs à mobiliser seraient de nouveaux propriétaires fonciers, et notamment des propriétaires privés. Alors qu'aujourd'hui, on voit que la majorité des projets que nous avons analysés et étudiés dans le cadre de l'étude s'inscrivent sur des sites de propriété publique. Et donc pour les propriétaires, notamment les propriétaires privés, il s'agit de montrer que l'occupation temporaire a aussi des avantages, notamment ils évitent des coûts de gardiennage, ils reçoivent un loyer, même si ce loyer est parfois modeste, et puis le projet participe aussi à une dynamisation du quartier et à l'expérimentation de nouveaux usages, ce qui contribue à valoriser les sites. Et par exemple, on a le projet temporaire de la maison Marceau, qui a été mené en partenariat donc, par Plateau Urbain et par Aurore, qui prend place aujourd'hui dans un bâtiment qui est possédé par un propriétaire privé, et c'est même lui-même qui est à l'initiative du projet. Une autre question qui se pose est celle d'une potentielle évolution du cadre réglementaire et juridique, dans l'idée de faciliter encore une fois la mise en œuvre des projets. Et à ce sujet, ce qui est ressorti de différents échanges, c'est que le cadre actuel existant offre déjà des possibilités pour la mise en œuvre de projets analysés, et par exemple au travers du permis précaire ou des conventions d'occupation temporaire. Mais ces possibilités qui existent ne sont pas toujours lisibles, ne sont pas toujours connues non plus par l'ensemble des acteurs. Et ça peut représenter un frein à l'implication de certains acteurs, qui peuvent avoir des craintes donc, sur le maintien des droits acquis, par exemple, ou sur la réversibilité des procédures de changement de destination de certains bâtiments. Et puis, d'autre part, ces possibilités qui peuvent être réalisées le sont au prix d'un risque qui est porté par les acteurs gestionnaires des sites.
avec par exemple des questions de partage de la responsabilité face aux risques, notamment dans les situations de cogestion. Et c'est pourquoi, à l'APUR, nous avons engagé un travail complémentaire sur ce cadre réglementaire et juridique de ces projets, à la fois pour préciser et pour approfondir ces premiers constats. Et Émilie vous en dira un mot en conclusion. On voit que ces légères difficultés peuvent poser la question de l'équilibre qui est à trouver entre, d'une part, l'urgence des situations, d'autre part, les durées d'occupation des sites qui sont parfois très courtes, et aussi la complexité des règles et des normes à respecter. Et déjà, il y a certains dispositifs expérimentaux qui commencent à voir le jour et qui ouvrent la voie peut-être à de potentielles évolutions du cadre. Un autre axe de réflexion concerne le modèle économique de ces projets. Aujourd'hui, le modèle économique est fondé sur un coût-place, c'est-à-dire que les organisations gestionnaires reçoivent une somme déterminée pour chaque personne hébergée. Et c'est un mode de financement qui limite pas un peu les budgets de fonctionnement et dans le cadre de projets mixtes, ne permet pas, par exemple, d'accompagner les liens entre les différentes structures pour créer un réel projet commun. Il y a donc des recettes liées aux autres usages de ces projets mixtes, par exemple la location d'espace, qui peuvent parfois contribuer au financement du projet mixte pour aller au-delà de l'hébergement strict et qui contribuent aussi même parfois à renforcer davantage l'accompagnement social. Sur le sujet de la modélisation économique, il y a des réflexions qui sont en cours, qui sont menées notamment par la Banque des Territoires, sur la modélisation d'une offre d'hébergement d'urgence dans le cadre de projets temporaires. Donc ça, c'est le projet Toit temporaire urbain. Et à ce sujet de la modélisation économique, des possibilités résident notamment dans l'emploi du modulaire, les modules qui pourraient permettre d'optimiser le coût des occupations temporaires dans une perspective de coût global, avec sur la durée totale donc, de l'utilisation de ces modules qui pourraient être réutilisés sur différents sites, dans différents projets, même si le modulaire est aussi une approche qui comprend certaines contraintes, par exemple la question du stockage des modules ou de leur adaptation à chaque site. Comme exemple d'utilisation du modulaire, il y a l'association Emmaüs Solidarité qui a développé des abris qui prennent la forme de maisonnettes, qui s'appellent le toit Emmaüs, qui peuvent être déployés dans des gymnases, par exemple, dans le cadre de plans hivernaux, et qui permettent d'humaniser, d'améliorer un peu la qualité des mises à l'abri. Et un autre point de blocage qui nous a été rapporté sur les projets temporaires, c'est le manque de visibilité sur les durées d'occupation. Donc souvent, il y a des durées d'occupation qui sont prolongées pour les projets temporaires, mais les projets ou les travaux réalisés n'ont pas nécessairement été prévus pour une telle durée et donc ne sont pas forcément adaptés. Donc d'une part, ça pose un problème pour les associations gestionnaires pour lesquelles il est compliqué de mener un projet dans des délais qui sont incertains souvent, donc parfois trop courts, parfois prolongés. Et d'autre part, pour les personnes hébergées elles-mêmes, ça crée une instabilité, une incertitude qui peut être très difficile à vivre. Enfin, un dernier axe de réflexion réside dans la complémentarité, l'articulation entre différentes approches. Donc d'abord, on a un axe de réflexion qui renvoie à l'utilisation temporaire d'espaces vacants, qui peuvent servir à temporairement renforcer l'offre, et notamment dans la situation actuelle, avec la crise sanitaire, on voit que d'un côté, il existe des besoins croissants en hébergement, mais que dans le même temps, on réalise que de nombreux espaces sont sous-utilisés, et par exemple les espaces de bureaux. Il y a donc des bâtiments dans ce cadre-là qui se transforment, avec par exemple des hôtels qui se sont transformés en centres d'hébergement d'urgence, donc en lien avec des associations gestionnaires, pour une durée généralement d'1 à 2 ans, et ce qui permet d'un côté d'ouvrir de nouvelles capacités d'accueil, et de l'autre, pour les hôtels, de maintenir leur activité. Il y a aussi la politique du logement d'abord, dont le principe est le passage direct donc de la rue au logement, cette nouvelle approche qui réinterroge aussi ces projets qui sont fondés sur une logique d'hébergement. Et ces différentes approches entre elles posent la question de la continuité entre, d'un côté, répondre à l'urgence des besoins d'hébergement, et deuxièmement, s'inscrire dans une logique de pérennisation à travers le logement d'abord. Et le même sujet se pose pour les initiatives citoyennes, dont Maglone vous a parlé, qui peuvent être un peu difficiles à répertorier, difficiles peut-être à encadrer ou à mesurer, à évaluer. Et leur connaissance pourrait permettre une meilleure articulation et une meilleure complémentarité avec les dispositifs institutionnels. Enfin, il y a une dernière question qui se pose, alors que la plupart des projets qu'on a analysés et étudiés dans le cadre de cette étude, comme l'ont rappelé Émilie et Maglone, ont vu le jour dans le cadre d'occupation temporaire. Il s'agit aussi de voir comment, à quelles conditions, ce sont des approches qui pourraient être pérennisées, comment de tels projets qui sont à la fois expérimentaux et hybrides pourraient voir le jour dans le cadre de projets pérennes.
Et c'est une question qui, là aussi, réinterroge, comme on l'a déjà vu, à la fois le cadre réglementaire et le cadre économique. Et je vais maintenant repasser la parole à Émilie pour la conclusion. Merci Corentin. Ouais, très rapidement, avant de passer au temps d'échange, donc un mot sur les suites envisagées pour l'étude. Donc d'abord des temps de restitution et d'échange comme le temps d'aujourd'hui pour essayer de diffuser et faire connaître ces résultats. Et puis un travail complémentaire d'ores et déjà engagé sur les questions réglementaires et juridiques dont on a parlé tout à l'heure. Qui sont ressortis dans l'analyse comme étant des éléments particulièrement bloquants ou en tout cas complexes pour les porteurs de projets. Donc une note est en cours sur le sujet en partenariat avec l'étude Chevreux pour donner à voir les possibilités, essayer d'identifier les points de blocage et voir si des évolutions du cadre existant sont à envisager. Donc le calendrier pour cette note est juin prochain, elle devrait sortir en juin prochain. Et donc, pour terminer, quelques sujets d'approfondissement que nous avons identifiés et qui pourraient donner lieu d'autres travaux, d'autres collaborations possibles. Donc, autour des mesures d'impact dont on a parlé, autour de la mobilisation d'espaces vacants ou sous-utilisés, notamment dans le contexte de crise actuelle. Et enfin, donc, comme l'évoquait à l'instant Corentin, la question d'articulation et d'intégration de ces logiques aux démarches qui sont aujourd'hui à l'œuvre en termes d'approche de logement d'abord notamment. Voilà, je voulais remercier encore toutes les contributrices et tous les contributeurs. Là, vous en avez la liste ici. Et puis, vous proposez de passer au temps d'échange. Bruno Morel, bonjour. Oui, bonjour. Simplement pour confirmer rapidement 2-3 aspects. Ce qui me paraît très important, c'est l'information en amont et lever encore les trop nombreux blocages des élus. Et je crois qu'effectivement, ce qui est dit, c'est les usages mixtes et montrer à un élu que l'implantation d'une structure d'hébergement peut apporter des services de type ce que vous avez montré. Insister sur le fait aussi que sur les usages et la mobilisation de nouveaux partenaires, en fait, 2 éléments. D'abord, on assure un gardiennage de fait de locaux disponibles, et puis surtout rappeler que sur toutes les expériences que vous avez montrées, les porteurs ont toujours rendu les locaux dans les bonnes conditions et aux bonnes dates. C'est souvent ça qu'on a en amont. C'est on va vous filer un site, mais vous ne l'en aurez pas. Il n'y a pas eu une expérience qui montre que les associations n'ont pas respecté leurs engagements. Et puis enfin, sur ce qu'il faut travailler, moi je pense qu'il faut travailler sur la simplification des normes. On est beaucoup trop bloqué par des normes de droit commun. Je vais vous donner un exemple. Là, on vient de tester le projet des maisonnettes. C'est un projet d'urgence. On est face à une crise. Il faut héberger. Et on a encore des commissions de sécurité qui nous disent on vous répond dans 3 semaines. Alors que tout le produit, il est prêt. Donc, il y a peut-être un petit sujet là-dessus. Et puis, évidemment, le sujet de la durée d'occupation par rapport au coût du projet, c'est ça qui bloque en fait, parce que ça nécessite des investissements. Et je vais arrêter d'être bavard. Enfin, sur la crise sanitaire, vous avez évoqué, je crois que c'est Corentin qui a évoqué la mobilisation des bureaux, bien sûr. Nous, on est en train de tester, depuis le début de la crise sanitaire, la mobilisation d'hôtels de tourisme disponibles faute d'activité touristique. On vient d'ouvrir là le 5e et le 6e hôtel pour une durée de 2 ans, ce qui prouve que les gens ne sont pas très optimistes. Et en tout cas, ça rend un grand service. Et l'intérêt, c'est qu'il y a peu d'investissements, ils sont équipés et on peut s'y installer immédiatement. Voilà, j'ai été très long, mais je voulais apporter ce témoignage. Non, merci beaucoup pour ce témoignage et ces compléments, et ces illustrations. William Dufour. William, bonjour. Oui, bonjour. Alors, complètement d'accord avec Bruno, effectivement, sur l'immense intérêt de ces lieux en termes de lieux ressources pour les territoires. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui est intéressant à mettre en avant avec tous les projets qu'on peut déployer sur ce type de lieux, que ce soit des ressourceries, des espaces de compostage, des espaces de bureaux pour les artisans, des pôles vélos. Enfin, c'est ça qui est intéressant parce que ça va casser un peu cette peur des élus notamment de voir arriver des centres d'hébergement d'urgence et tout ce qui ça peut impacter en termes de risques sur leur territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt nouveau. Et effectivement,
le frein majeur aujourd'hui, c'est vraiment le cadre normatif et juridique qui nous bloque à beaucoup de niveaux et qui crée des délais qui sont souvent insurmontables. Moi, j'ai une question un peu un peu curieuse et sensible, mais comment la Pure dans ce cadre-là pourrait venir en soutien, parce que on est évidemment nous toujours en recherche de bâtiments pouvant accueillir ce type de projet hybride, sauf qu'on est des associations avec un mandat d'hébergement d'urgence et donc on va pas forcément avoir les bons relais, les bons contacts, et donc l'idée c'était de voir dans quelle mesure avoir un appui pour référencer les bâtiments publics ou privés d'ailleurs qui sont vides et pouvant être adaptés à ce type d'hébergement hybride. Parce que je pense que typiquement sur ce type de projet, la Pure pourrait avoir une crédibilité intéressante pour faire ce référencement. Je ne sais pas si on est les mieux placés pour faire ces recensements, mais en tout cas, avec le travail qui a été mené là, qui a été présenté brillamment, et puis le fait que vous nous ayez tous accompagnés, je pense qu'on a quelque chose qui va s'installer, qui fait qu'on va rendre plus visibles les possibilités d'usage temporaire des bâtiments. Voilà, comme je dis, on va leur donner droit de cité, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'ils fassent partie de la programmation immobilière. Dans un cycle de vie de la ville, c'est-à-dire au lieu de regarder les choses comme étant des endroits dans lesquels on fera un projet dans 20 ans, on peut peut-être commencer à travailler en se disant, dès à présent, qu'est-ce qu'on peut faire à tel endroit, et de le documenter de cette façon-là. Je ne sais pas si je suis claire, mais il me semble que là, on a une carte à jouer collectivement, et en tout cas, nous, on va s'y employer, ça c'est clair. Et dès à présent, puisqu'on va essayer aussi de le travailler dans les quartiers de gare, et puis avec le collectif Nouvelles Urbanités, c'est aussi un travail que l'on mène. Donc, vous avez raison de nous poser la question, et on se sent partie prenante, en tout cas, de cette question, et on va essayer réellement d'être des contributeurs. Damien Sanglade, du CD 93. Là, ce que je vois, c'est surtout la mixité qui, comme vous avez dit, qui apporte des aides informelles en complément des acteurs professionnels. Mais cette mixité, elle me semble appeler une certaine continuité, c'est-à-dire qu'une durée d'hébergement sur plusieurs jours, ou pour un public qui resterait sur plusieurs jours. Il y a une problématique souvent dans l'hébergement d'urgence type SAMU social, c'est le côté hyper cadré et ponctuel, en tout cas dans la philosophie d'un hébergement d'urgence. Comment est-ce que vous êtes dans vos études, vous avez rencontré ce problème de l'articulation entre de l'urgence ponctuelle type SAMU social et alors pas de la rue au logement, mais cette espèce de zone intermédiaire où il y a une pérennité de gens qui peuvent s'impliquer dans des services ou d'autres activités, la mixité, les restaurants. Comment s'articule donc entre la limite de l'hébergement d'urgence et un accueil plus régulier? Merci pour cette question, et qui pose en réalité deux types de questions. La question de la stabilisation dans les espaces et dans un circuit d'hébergement qui a tendance justement à avoir des rotations importantes. Et ce qu'on observe dans certains des sites, justement, c'est un temps de répit pour une durée qui est plus ou moins courte. Le réel enjeu aussi, c'est sur la question des délais, vu qu'il ne faut pas des délais trop courts permettant cette stabilisation, mais aussi sur la sortie, de dire à quelqu'un, c'est un projet sur 6 mois, vous êtes installé sur 6 mois, et finalement, on prolonge, parce que généralement, c'est plutôt la prolongation qui se pose, peut être vecteur de déstabilisation. Donc, en effet, il y a une mise en regard entre la temporalité temporaire de ces projets et le besoin de stabilisation de l'autre qui se pose très clairement pour les publics. Mais après, je pense que même sur ce qui a été vu dans le cadre des projets étudiés, c'est que même sur des temporalités courtes, en fait, le retour des acteurs est de dire que le fait d'être sur des sites mixtes ou plus ouverts sur l'extérieur, apporte potentiellement, vraiment un bénéfice, y compris pour les publics hébergés, même si, c'est quelque chose qui doit être accompagné, doit être travaillé, et que ça ne se fait pas nécessairement de manière automatique. Marie Mallet aussi,
Bonjour Oui, Marie. bonjour. Très rapidement, donc j'avais deux réflexions. La première, mais vous l'avez bien anticipé, c'était sur la question de l'évaluation en fait de ce type de dispositif innovant qui permet, enfin voilà, qui paraît vraiment essentiel pour asseoir objectiver un petit peu les effets, notamment les effets attendus sur les trajectoires, les bénéfices en termes d'accompagnement social. Donc ça, je pense que c'est un point voilà, que vous avez bien rapporté, mais qui est vraiment important pour pouvoir essaimer, développer, consolider ces démarches, embarquer les élus notamment, mais aussi voilà, tous les acteurs un peu traditionnels de ce champ-là. Et donc, je pense que pouvoir vraiment démontrer les plus-values, c'est un vrai facteur de facilitant. Et puis, ça me fait penser aussi que ce type d'initiative, on peut aussi essayer de réfléchir à comment on l'adosse aussi à l'existant. Et je pense notamment aux centres d'hébergement très classiques, gérés par exemple par la ville de Paris et le KSVP. Nous, c'est des questions qu'on a essayé d'aborder l'année dernière en s'intéressant à un dispositif d'hébergement dans le diffus, c'est-à-dire des places d'hébergement, mais dans des appartements, et donc en pointant les intérêts et aussi tout un tas de limites, et notamment le cadre réglementaire dont vous avez parlé. C'est vrai que c'est un gros sujet. En fait, on s'est dit que finalement, on était presque sur un autre modèle, quelque chose qui est entre le logement et l'hébergement. Les personnes sont hébergées, mais dans un logement. Donc, en fait, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut arriver à définir et pour lequel il faut mettre en place un cadre. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de se dire que cette offre, elle est adossée au centre d'hébergement. Et là, dans ce que vous décrivez, c'est ça qui me semble intéressant aussi, c'est peut-être de se dire qu'il y a des endroits où ça va être des dispositifs qui sont rattachés à un centre peut-être plus classique, et que c'est aussi comme ça qu'on va faire évoluer l'offre entre guillemets classique, qui a besoin par ailleurs d'évoluer. Ça, c'est tout à fait clair. Voilà, c'était juste ces deux petits points de réflexion, et puis on est très intéressé par la suite des travaux et ce qui pourra être fait autour des évolutions qui permettront de développer ces projets-là. Merci encore une fois à tous ceux qui étaient présents avec nous aujourd'hui. Et puis, donc vous l'avez compris, on poursuit les travaux. Et donc, on aura d'autres occasions d'échanger sur ce sujet dans les prochaines semaines et prochains mois.